Bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver dans votre émission Ma famille, ma vie. Nous sommes au rendez-vous, toute l'équipe est là pour vous accompagner pendant 1 heure. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui va intéresser énormément de femmes, si ce n'est toutes les femmes. Donc même si vous avez déjà vécu cette expérience, donc un accouchement, avoir un enfant ou deux, même si déjà vos enfants sont grands, ça vous intéressera parce que en fait, avoir toutes ces informations, c'est nécessaire. Donc des millions de femmes vivent cet événement intime, un événement unique, que ce soit le premier enfant ou le deuxième, c'est vraiment donc une période qui peut être à la fois vraiment réjouissante, mais en même temps qui peut créer énormément de craintes. Donc, on craint l'accouchement, mais quand l'accompagnement et toutes les informations nécessaires pour pouvoir vivre ce moment sont là, vous verrez que ça peut être vraiment un moment magnifique. Et bien entendu, pour parler de l'accouchement, donc de A à Z aujourd'hui, et surtout de cette période prénatale, nous aurons donc 2 professionnels de la santé qui seront là dans la deuxième partie de notre émission. Et dans la première partie, bien entendu, comme à l'accoutumée, nous avons Wided Agabi qui est là. Bonjour Wided. Bonjour Myriam. Sahaïdak. On ne s'est pas vu. Voilà. Oui. Ça va, tu as passé de bons moments? Ça va très bien, merci. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Bon moment donc qu'on vit en famille, qu'on apprécie très spécialement. Exactement, oui. C'est une occasion justement pour se réunir. Exactement, c'est surtout ça en fait. Hein. C'est vraiment la réunion de famille qui fait la particularité de cette fête. Exactement. Et bien entendu, donc tu vas rester dans la thématique de l'émission. Nous allons parler, comme je l'ai dit, donc de l'accouchement de A à Z. Et toi aujourd'hui, donc l'avis de l'expert, tu vas nous parler. Alors de l'importance du suivi de la grossesse. Très bien. Donc bien sûr, juste après le jingle. Wided, de nos jours, il est très très important donc d'avoir un suivi sérieux, minutieux de la grossesse et même aussi après, n'est-ce pas? Exactement, oui. Donc c'est, comme tu l'as bien dit, c'est une expérience unique. Donc la maman, elle va vivre cette expérience et va, on va dire, passer par plusieurs étapes. Donc il y aura de la découverte, il y aura des doutes, il y aura aussi de l'appréhension aussi. Tout à fait, de la joie aussi. De l'attente. Donc tous ces sentiments, ils sont là et cette femme, elle doit être accompagnée donc sur le plan médical justement pour passer cette période en toute sécurité, surtout elle et le bébé. Donc ce suivi médical a plusieurs buts, notamment éviter toute complication materno-fœtale. Donc, on a remarqué il y a quelques années avant, donc il y avait plusieurs complications et ce suivi justement, il a été mis en place pour détecter déjà les complications ou les problèmes à temps et même les traiter à temps. Voilà. Donc, la grossesse, elle a été partagée en 3 trimestres. Oui. Comme vous le savez, donc le premier trimestre, ce sont les 3 premiers mois. Généralement, c'est entre la première et la 12e semaine. Donc, qui peuvent être un petit peu compliqués pour certaines femmes et absolument, on va dire, agréables pour d'autres. Hein. Ça diffère d'une femme à une autre. Exactement. Et surtout d'une grossesse à l'autre aussi. Hein. Oui, oui, c'est exactement ça. D'ailleurs, les femmes, à chaque fois, elles le disent. Donc, c'est pas comme la première fois ou c'est pas comme les 2 fois avant. Oui. Donc, chaque grossesse, elle est différente des autres. Et cette période... On dit un moment unique, hein. Oui, c'est un moment unique. Donc, c'est, on va dire, le rêve de toute femme. Voilà, absolument, justement. Absolument. Donc, ces 3 premiers mois, ils sont très importants, ils sont cruciaux parce que ces 3 premiers mois ne sont pas, on va dire, il y a beaucoup de risques, justement, pendant ces 3 premiers mois. Donc, dès que la femme, elle va, c'est-à-dire sentir elle est enceinte, donc soit par un test urinaire ou par un test sanguin, donc il y aura confirmation de la grossesse. Donc elle doit faire sa première consultation qui sera entre la première et la 12e semaine, donc d'aménorrhée. Généralement, on a une échographie qui va se faire pendant cette période, donc c'est la première échographie que la gynécologue va pratiquer. Donc c'est le but de cette échographie, c'est surtout la datation de la grossesse. Et là, on aura la date exacte de cette grossesse et on aura aussi on va c'est-à-dire prévoir le terme de la grossesse. Exactement. Et
puis, pendant cette consultation, première consultation, il y aura un échange entre la maman et la gynécologue où le médecin va demander des antécédents de la patiente. Est-ce qu'elle a une maladie chronique, des maladies dans la famille, donc des maladies génétiques aussi. Est-ce qu'il y a une infection, par exemple les mamans qui sont séropositives. Donc tout ça est très important et surtout s'il y a une notion de tabac. Donc tout ça c'est pour préparer la grossesse. Donc s'il y a donc consommation du tabac, il faut arrêter de fumer. Donc s'il y a, par exemple, la maman elle a des maladies chroniques, donc il y aura un suivi particulier. Voilà. Donc et si par exemple il y a des maladies génétiques dans la famille, donc au fur et à mesure au cours de la grossesse, on va essayer de détecter s'il y a des signes qui peuvent orienter vers une maladie génétique ou autre. D'accord. Voilà, donc la première consultation, c'est généralement ça, prendre l'attention de la maman. Donc c'est, on va dire, premier contact. La gynécologue va donner, elle va remettre à la patiente un bilan à faire pour le deuxième trimestre. Pour le deuxième trimestre, voilà. Oui. Donc le deuxième trimestre, c'est généralement entre la 13e semaine et la 28e semaine. Donc ce trimestre, justement... c'est un trimestre qui est plus ou moins tranquille, hein. Plus ou moins tranquille, mais il y a quelques soucis, il y a quelques soucis, d'accord. qui peuvent apparaître, notamment le diabète gestationnel. Oui. Voilà, donc en fait, c'est au niveau du deuxième trimestre qu'on peut déceler le diabète gestationnel. Oui, c'est ça. D'ailleurs, le dépistage se fait pendant le deuxième trimestre. Donc, j'ai juste oublié pour le premier trimestre que le médecin va prescrire ce qu'on appelle l'acide folique, donc vitamine B9, qui va protéger le fœtus des malformations, surtout du système nerveux. C'est donné systématiquement? Systématiquement. D'accord. Donc, en fait, on préfère le donner avant la grossesse, au moins un mois avant la grossesse. Mais si jamais il y a une grossesse qui va être détectée comme ça, donc on peut le commencer dès le premier trimestre. Le premier trimestre. Dès le premier trimestre. Dès la détection de la grossesse. Très bien. Voilà. Donc pour le deuxième trimestre, ça sera la consultation, elle sera un petit peu différente. Donc le médecin va demander à la maman de réaliser donc le test urinaire pour détecter s'il y a des protéines dans les urines. Donc s'il y a une infection urinaire aussi, c'est important de détecter ça. Donc tout un bilan qui sera réalisé, notamment la recherche, est-ce que la maman elle est immunisée ou pas contre la toxoplasmose, oui. Tout à fait. Donc qu'il y a une infection qui peut être très dangereuse pour le fœtus. Et donc toutes les autres infections et pour virales. La toxoplasmose, c'est pas uniquement être en contact avec des animaux, hein. C'est ce qu'on pense. On pense toujours, c'est être en contact avec des animaux domestiques, mais en fait pas que. Hein. Ça peut être dans l'alimentation, absolument. Tout à fait. Voilà. Donc on demande toujours à la maman qui n'est pas immunisée de bien cuire la viande, de bien laver les fruits et légumes. C'est très important. Éviter de manger dehors parce qu'on ne sait pas comment ça a été lavé ou ça a été cuit la viande. De préférence, il faut manger à la maison et éviter le contact avec les animaux domestiques, notamment les chats. D'accord. Voilà. Et puis, pendant cette période du deuxième trimestre, il y aura l'échographie qui va regarder la morphologie du bébé. Donc, c'est là où on va surtout voir... Il y a plein de petites mesures qui sont faites à travers l'échographie. Exactement. Donc, voir les organes du bébé, s'il n'y a pas de malformation. Donc, c'est très important. C'est le morphogramme donc, qui sera réalisé par la gynécologue. Et donc, si tout va bien, ce sera une consultation pendant le troisième trimestre. D'accord. Donc, le diabète gestationnel, il a un suivi bien particulier. Donc, généralement, la maman, elle sera orientée vers un endocrinologue ou un spécialiste en médecine interne qui va la suivre pour le diabète gestationnel. On signale juste que le diabète gestationnel, généralement, il va disparaître après la grossesse. Oui. Mais il y a quelques mamans qui vont garder ce diabète après la grossesse, ou même ces mamans doivent... Ça peut se manifester même bien plus tard après l'accouchement. Hein. L'enfant est très grand, on va dire quelques années. Ça peut en fait là revenir, cette fois-ci s'installer définitivement. Tout à fait. Donc c'est ce que j'allais dire, c'est que si une maman elle a fait un diabète gestationnel, elle a un risque d'avoir ou de développer un diabète au cours de sa vie. Donc elle doit faire très très attention. Il y a un risque. Très bien. Voilà. Donc pour le troisième trimestre, c'est la période de préparation pour l'accouchement. Donc, c'est la dernière ligne droite. Le deuxième trimestre, c'est là où on devient de plus en plus curieuse pour savoir le sexe du bébé aussi. Oui, généralement. Tout à fait. C'est ça, la période où toute la famille demande... Tout le monde est là. Alors, c'est une fille ou un garçon? Exactement.
Et donc, par rapport au troisième trimestre, c'est la dernière ligne droite. Donc, c'est la période entre la 29e semaine d'aménorrhée et la 41e semaine d'aménorrhée. Voilà. Donc, c'est les 3 derniers mois de la grossesse. Cette période, toujours, il y aura dépistage de plusieurs problèmes, notamment la tension artérielle. Donc, toujours rechercher des protéines dans les urines, les infections. Si on trouve des protéines dans les urines, ça signifie quoi, Wided? Donc, ça signifie que la femme, elle risque d'avoir un problème, ce qu'on appelle la prééclampsie, qui peut être dangereuse pour la maman et pour le bébé. Donc, c'est une grossesse à risque. Justement. Ah, très bien, voilà. Donc, voilà. Donc, peut-être elle va même nécessiter une hospitalisation, la maman, pour traiter. Ça peut aussi, ces protéines peuvent être accompagnées d'une augmentation de la pression artérielle et donc il y a un suivi bien particulier chez la maman à ne pas négliger. On peut avoir des symptômes qui peuvent nous orienter vers l'apparition de ces protéines dans les urines, notamment des membres inférieurs ou des pieds qui vont gonfler. Voilà, mais pas tout gonflement au niveau des pieds égale présence de protéines. Ah, très bien, voilà. d'accord. Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de femmes qui ont comme ça un petit peu les jambes exactement. Qui sont un petit peu enflées. Tout à fait. Donc, mais ça sera dépisté de toute façon chez la gynécologue. Dès qu'elle va voir ses membres inférieurs qui sont gonflés, elle va tout de suite demander une bandelette urinaire qui va confirmer ou infirmer la présence de protéines. D'accord. Donc, par rapport au troisième trimestre, l'échographie, elle sera réalisée justement pour encore voir la position du bébé. Donc, est-ce que c'est une position céphalique, siège? Donc, c'est justement pour préparer l'accouchement. Et puis, aussi pour voir si tout va bien, le poids, le liquide, est-ce qu'il est bien? Donc, la quantité du liquide aussi. Tout ça, c'est très important. Et c'est encore une fois pour préparer l'accouchement. Donc, il y aura une discussion entre la maman et la gynécologue pour préparer l'accouchement et pour justement parler des détails, le choix de la maternité, par exemple, où elle va accoucher, la préparation psychologique. Psychologique qui est importante au niveau du 3e mois. Plus les jours se rapprochent du jour J, et plus un petit peu la tension monte. Tout à fait. Un petit peu cette peur qui s'installe, cette crainte. Oui. Heureusement qu'aujourd'hui, dans notre pays, il y a des associations qui accompagnent les mamans, pas les mamans, les parents même. Il y a même les maris qui assistent à la séance. Donc, comment la préparation même pour comment, c'est-à-dire prendre en charge ce bébé, comment l'accueillir dans la famille. Donc, les petits bains, comment préparer les biberons. Donc, tout ça, c'est très important. Ça se prépare avant l'accouchement pour les parents. Et donc, si tout va bien, l'accouchement se déroulera de la bonne manière. Voilà. Alors, on peut accoucher d'une manière naturelle ou alors, bien entendu, il y a plein de, on va dire, d'autres façons d'accoucher sans douleur. Tout à fait. Donc, alors pour l'accouchement, sachez que le médecin va choisir la meilleure méthode pour la santé de la maman et du bébé. Il y a des mamans, parfois, elles sont en colère parce que la gynéco a choisi une césarienne, alors que parfois, on l'a choisi parce que c'est la meilleure pour la santé de la maman et du bébé. Donc, on ne peut pas prendre des risques. On préfère cette solution justement pour les sauver. Et des fois, c'est l'inverse, Widad. Il faut dire que certaines mamans demandent des césariennes au lieu d'accoucher par voie basse. Exactement, oui. On a déjà assisté à ça. Donc, sachez que la meilleure, c'est la voie basse, c'est la voie basse, naturelle. Absolument. Voilà. Mais si ça nécessite, ça sera la césarienne, bien sûr. Donc, ces 9 mois, ce sont une période très importante à suivre par un médecin. Donc, la maman, elle doit on va dire, respecter les consultations, être très attentive à tous signes ou symptômes qui vont apparaître. Il y a des mamans, parfois, elles restent longtemps sans sentir le bébé qui bouge, mais elles ne consultent pas. Donc, dès qu'on s'inquiète, soit on appelle notre médecin, soit on consulte. Donc, comme ça, on est sûr et certain que tout va bien, le bébé est en bonne santé. Voilà. Et en plus, on a tendance un petit peu à le réveiller quand il a bougé à le stimuler. On est là, allez, bouge, réveille-toi. Exactement, oui. Donc, il y a des méthodes. Ils dorment, voilà, donc ils font des longues siestes, des nuits, des fois pas des nuits. Tout à fait. Même quand la maman, elle ne mange pas, par exemple, parfois, il y a des mamans qui, au lieu de manger à midi, elle va tarder parce qu'elle est occupée. Et le bébé, quand il est en hypoglycémie, il sera plus faible. Donc, dès qu'elle va manger, elle va le sentir bouger. Avoir un peu plus d'énergie. Voilà, avoir plus d'énergie. Même lui, il perd d'énergie.
Voilà, donc bien. c'est une période très importante. Le suivi, il est très important, médical et psychologique. Même aujourd'hui, il y a On le prend volet, ce volet voilà, psychologique qui est maintenant vraiment pris, on va dire, très Tout à au fait. sérieux comparé, on va dire, à avant. Hein. Oui, oui. Il faut le dire, maintenant, c'est vraiment important que la maman soit bien préparée psychologiquement. Et c'est important aussi, Widad, il faut le dire. Hein. Oui, oui, donc elle doit être préparée psychologiquement et elle doit être bien entourée par la famille. Donc déjà pendant la grossesse et après la grossesse, parce que tout changement hormonal va avoir un impact sur le côté psychologique, l'humeur de la maman. Soit elle est anxieuse, soit elle est dépressive. Donc tout ça, c'est en rapport avec le changement hormonal. On doit la comprendre, on doit la rassurer et l'accompagner. Voilà. Merci beaucoup, Widad. Merci pour tout. C'est un plaisir aussi. Hein. C'est vraiment un sujet magnifique et passionnant. Merci, Widad. Et bien entendu, tout de suite, c'est la deuxième partie de notre émission. On revient juste après ces images. retour sur notre plateau. Nous avons le plaisir de recevoir nos deux invités, donc Delila Zerghini. Bonjour. Zagmiri. Oui. Comment allez-vous? Bonjour madame, je suis très contente d'être sur ce plateau. Je suis très contente qu'on a pu aborder un sujet qui est très important et très important pour les femmes à partir de la puberté jusqu'à la ménopause et surtout pendant la grossesse et après la grossesse. Très bien, merci en tout cas d'être là. Il n'y a pas de problème, avec plaisir. Je suis sage-femme. Bon, j'ai été sage-femme dans
dans un grand CHU Parnay, où j'étais coordinatrice pendant un moment. Après, bon, je suis sortie et maintenant je suis sage-femme libérale. Très bien. D'accord, je fais de la préparation à l'accouchement et de la rééducation du périnée. Très bien. Merci beaucoup en tout cas d'être là et de participer à notre émission. Et nous avons le plaisir de recevoir Linda Touati. Bonjour. Bonjour Mariam, je vous remercie pour m'avoir invitée à cette émission et je suis très honorée de participer et de partager avec vous une discipline qui me passionne, qui est la rééducation au périnée. Absolument, c'est vrai que c'est une discipline. Donc vous êtes kinésithérapeute et comme vous dites, c'est une discipline qu'il faut aimer. C'est vraiment un métier qu'on doit aimer pour pouvoir le pratiquer. Exactement. Très bien. Merci. Donc merci d'être là encore une fois sur notre plateau et aujourd'hui nous allons parler du suivi donc de la grossesse de A à Z, mais surtout au niveau juste après l'accouchement. On va essayer un petit peu de parler déjà avec vous de l'importance donc fondamentale de la préparation à l'accouchement. C'est vraiment très très important. Oui, bien sûr, c'est très important. Et malheureusement, en Algérie, on n'est pas très projeté sur ce sujet, alors qu'il est très important, parce qu'on envoie une femme accoucher sans aucune information. Et là, ça va engendrer un grand stress. C'est pour ça que maintenant, la préparation à l'accouchement, c'est-à-dire la PNP, et ce n'est plus la préparation à l'accouchement, mais c'est la préparation à la naissance et à la parentalité. C'est-à-dire, on était en train de préparer juste la femme. Mais là, on est sorti parce qu'il y a la parentalité, il y a l'après-accouchement, il y a le rôle du papa, il y a tout ça qui doit rentrer en jeu, d'accord, pour aider cette femme à passer cette étape. Donc, la préparation à l'accouchement en Algérie, bien qu'il y a certains qui commencent à la faire, et c'est tant mieux pour certaines femmes, mais c'est pas, on aimerait bien qu'elle soit généralisée et qu'elle soit faite dans le public, parce que ça ne demande pas beaucoup de moyens, une formation, bon, nous les sages-femmes, on a une formation de base, il faut juste perfectionner la chose et ça, on pourra le faire. Bon, et en même temps, c'est une préparation pluridisciplinaire, il faut le dire. Donc, il n'y a pas que la préparation physique, il y a aussi la préparation mentale, aussi psychologique. Oui, psychologique. Vous savez qu'une femme enceinte, quand elle tombe enceinte, c'est là, pour elle, c'est l'accouchement, c'est l'inconnu. L'après-accouchement, c'est l'inconnu. Après, il y a tout un changement physique et psychologique qui va se produire. Donc, c'est pour ça que, normalement, on doit se projeter pour faire de la préparation à la naissance. Bon, la préparation à la naissance, si on fera comme ailleurs, normalement, ça commence à partir déjà du premier contact avec cette sage-femme ou avec la gynéco, pour en parler déjà du projet de cette naissance. La naissance est un projet. Est un projet, absolument. Est un projet. Et que ce projet soit vraiment bien étudié pour que cette femme soit sereine. Et ça aurait été encore mieux si ce projet se fait à deux, parce qu'il a été conçu, le bébé a été conçu à deux. Donc même recevoir la femme et l'homme, et au 4e mois, déjà parler de ce projet, parler de la voie d'accouchement, parler qu'est-ce que vous voulez accoucher dans le privé et dans le public, parler de quelles sont vos craintes et qu'est-ce que vous voulez pour votre accouchement. C'est-à-dire, moi, je considère que cette femme, on ne lui donne pas beaucoup la femme enceinte, Mskina, on ne lui donne pas beaucoup d'importance. C'est-à-dire, elle est enceinte en fait, et on l'envoie à l'inconnu. Comme on dit, donc la cellule familiale en Algérie a beaucoup changé et autrefois la femme enceinte était entourée, que ça soit par sa propre mère, il y avait la belle-mère, il y avait en fait tout ce noyau familial qui était autour d'elle. Donc c'est pour ça qu'il y avait cette espèce de soutien, cette espèce de conseil. C'était des conseils que se donnaient les mamans entre eux. Donc il y avait cette espèce de présence. Exactement. Mais étant donné que maintenant le schéma familial a changé, c'est différent. Maintenant, avec les réseaux sociaux, maintenant ça commence à parler sur la préparation à l'accouchement, sur même après l'accouchement. Maintenant, les gens se demandent, maintenant les gens sont orientés, surtout avec cette nouvelle génération. Moi, je pense que ça commence quand même à en parler, ça commence à rentrer bien dans... Et en même temps, maintenant, les naissances sont planifiées avec les nouvelles familles. Les naissances sont planifiées, ce n'est plus comme autrefois. Maintenant, même la préparation à l'accouchement, comment je pense à l'intégrer. Moi, j'avais assisté beaucoup de communication avec les sages-femmes et ça en parle, là, ça en parle. Et je pense qu'ils font même de la préparation, même à l'intérieur du bloc. Donc, ça, c'est magnifique. Absolument. Ça, c'est quelque chose. Absolument. Donc, vous, en tant que kinésithérapeute, comment se fait un petit peu la préparation physique donc à l'accouchement? Nous, on reçoit en général... À partir de quand, déjà, on doit commencer? Par exemple, on est enceinte, allez, on vient de savoir qu'on est enceinte, on est au premier trimestre.
on vient vous voir. Donc, Oui. qu'est-ce que vous allez Nous, autant que nous dire? fonctionnels, c'est-à-dire autant que rééducatrices, autant que kinésithérapeutes, on reçoit les femmes qui ont un problème de dos, qui ont un problème de mal de dos. C'est-à-dire c'est des problèmes fonctionnels, donc on les reçoit autrement. C'est-à-dire on essaye de régler les problèmes de mal du dos beaucoup plus. Comment gérer sa respiration, comment gérer cette douleur avec sa grossesse. C'est Très ça. bien. En tant que kiné, c'est ce qu'on a l'habitude de recevoir. Mais préparer psychologiquement et tout ça sur les plans divers, en général, c'est la sage-femme. C'est le travail de la sage-femme. Très bien. Donc, on rappelle juste le numéro de téléphone à nos téléspectateurs. Vous pouvez nous appeler au 021 23 98 91 si vous avez eu cette expérience magnifique d'avoir des enfants ou si peut-être vous êtes enceinte et vous êtes sur le point d'accoucher. Donc, si vous avez des questions ou même si vous avez des conseils à donner, des expériences que vous avez vécues, donc nous sommes là pour prendre vos appels. Voilà. Donc, on a dit pour la préparation physique, ça commence, on a dit, il faut d'abord vérifier si on n'a pas déjà quelques problèmes donc, avant la grossesse. Il vaut mieux essayer de régler ces problèmes-là si on a des problèmes de dos ou autres. Bien sûr. En termes de douleur, c'est déjà, on diminue la douleur. C'est déjà pour moi avoir une qualité de vie meilleure pour sa grossesse et vivre sa grossesse sereinement, ça serait magnifique. Après, c'est un travail en collaboration, c'est-à-dire la sage-femme, elle fait son travail, le médecin fait son travail. En tant que kiné, on a des techniques pour diminuer, on a la physiothérapie, bien sûr. Si c'est une grossesse qui n'a pas de risque, c'est une grossesse, il y a des indications, il y a des contre-indications pour la femme enceinte. Bon, pour ce qui est de votre question, voilà, la préparation à l'accouchement, normalement, comme je vous ai dit, normalement, elle commence au 4e mois, avec l'entretien du 4e mois. Le 4e mois, justement, c'est pour parler de ce projet. Mais pour la préparation proprement dite, on la commence entre 32 et 33 semaines, c'est-à-dire en commençant le 3e trimestre. D'accord. La préparation à l'accouchement, ce n'est pas que des exercices. La préparation à l'accouchement, c'est comme si elle était théorique et pratique. La théorie, c'est sous forme d'atelier. Chaque atelier, il a une thématique bien spécifique. C'est le premier atelier. Déjà, il faut savoir que la préparation à l'accouchement, qu'est-ce qu'elle fait à cette femme? Elle va lui donner, c'est-à-dire on va lui enlever tout le stress qu'elle peut, qui peut la bloquer le jour de l'accouchement. Quels sont ces outils que vous donnez à ces femmes? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va parler? Par exemple, le premier atelier, on parle même de la valise de maternité qui peut être un stress à la fin. Si cette femme n'achète pas, mais je vais être comme ça, je vais être dépassée. Et ça engendre un stress. On va parler de la paperasse de la maternité, c'est-à-dire la documentation, le livret de famille, la carte nationale, tout ça. Il faut que tout ça soit prêt. D'accord? Donc, c'est un souci en moins. On Il faut le préparer oui, en amont. c'est en thématique, c'est-à-dire ça, c'est de la théorie. D'accord. C'est-à-dire on va lui donner une petite formation théorique. Le premier atelier, deuxième atelier qu'on consultait, les mots de la grossesse, qu'on consultait en urgence, la contraction c'est quoi, la douleur, comment gérer cette douleur, l'accouchement c'est quoi, les étapes de l'accouchement, le forceps c'est quoi, l'épisio c'est quoi, c'est-à-dire on va enlever tout le stress auquel cette femme elle est projetée, c'est-à-dire voilà. Donc c'est des ateliers, ils sont au nombre de 7. Et chaque atelier, il a une thématique spécifique. Et à la fin de chaque atelier, on fait des exercices de comment apprendre à respirer correctement, comment gérer la douleur, comment gérer le module, comme elle a dit, Mme Touati. Et tout ça, on le fait. Et après, on termine la séance par de la sophrologie et la relaxation. Très bien. On parle souvent, donc, après l'accouchement, du périnée. Donc, on parle très souvent de ce muscle qu'on a dans le corps, mais qu'on n'arrive pas un petit peu on va dire, à comprendre. Hein. Donc, le périnée, c'est un muscle justement qui maintient les organes, qui va du pubis, de l'avant jusqu'au coccyx vers l'arrière. Donc, c'est en forme de hamac. Donc, c'est lui qui maintient les organes génitaux, c'est-à-dire la vessie, l'utérus et le rectum. Donc, le périnée a 3 plans. Il y a un plan superficiel, il y a un plan profond, il y a un plan moyen. Donc, et chaque plan a sa spécificité. La rééducation périnéale, justement, c'est un ensemble de techniques soit pour renforcer ou pour relâcher.
Justement, il faudrait corriger l'idée de dire que la rééducation périnéale sert uniquement à renforcer, mais À non. renforcer, absolument. Quand on Non, passe pas du à tout. relâcher le périnée, toujours Non, à renforcer. On en parle toujours, mais pas le contraire. Donc, la rééducation périnéale, en fait, c'est de retrouver la normalisation musculaire, de retrouver son périnée. Quand on a une hypertonie, c'est-à-dire un muscle hypertonique, on ne va pas renforcer quelque chose qui est solide. Donc au contraire, il faut baisser cette tension musculaire. Mais quand on a bien sûr une hypotonie qui va engendrer les problèmes d'incontinence urinaire, problèmes de prolapsus, beaucoup de problèmes par la suite, là, il faut renforcer. Mais quand on a... L'hypertonie, par exemple, du C'est les périnée, cas de... est-ce que ça peut être un problème au niveau d'une grossesse? Bien sûr. La grossesse, oui, bien sûr. Pendant la grossesse, voilà. Bien Est-ce sûr, que ça peut être un problème? Ça peut provoquer des douleurs. Ça peut provoquer des douleurs et c'est à ce moment-là qu'il faut lui apprendre comment coordonner sa respiration et des exercices d'étirement pour avoir un relâchement justement. Et après l'accouchement, il y a ce qu'on appelle le problème de vaginisme qui s'installe. Donc le vaginisme, c'est une contraction involontaire du muscle du périnée où ça va répercuter sur la vie sexuelle du couple. Donc là, c'est pas une question de renforcement, il faut au contraire relâcher. Et aussi, ça peut engendrer des dyspareunies, donc c'est des douleurs suite au rapport sexuel. Donc là, au contraire, il ne faut pas renforcer, il faut chercher comment baisser la tension musculaire. Voilà. D'accord. Donc, on va dire, tous ces problèmes que l'on peut rencontrer pendant l'accouchement ou même après, donc vous en parlez donc avec vos Oui, patients? bien sûr, c'est déjà même le dernier atelier, on parle de l'après-accouchement, le postpartum. C'est-à-dire le postpartum, comment commencer ce postpartum. On en parle même de la reprise de la sexualité. On parle de la rééducation du périnée qui est très important. Bon, très importante plutôt. Voilà, il faut savoir qu'ailleurs, elle est faite systématiquement pour toutes les femmes qui accouchent. On aimerait bien que ça arrive chez nous. Parce que si on veut empêcher que ces femmes-là feront par la suite des séquelles périnéales, il faut faire un préventif comme ailleurs. Mais là, vous savez que quand on parle déjà du périnée, il est méconnu chez les femmes. C'est-à-dire c'est un tabou parce que ça engendre une région qui reste tabou dans notre société. Et là, donc, voilà, il faut casser ces tabous parce que ça va engendrer beaucoup de problèmes. Des problèmes très importants, même sociaux, même conjugales, même de bien-être féminin. Parce que cette femme, elle ne se sent pas dans son corps. Elle sent que son corps pose des dysfonctionnements qu'elle n'arrive pas à comprendre. Justement, c'est pour ça que je vous ai demandé donc de nous parler un petit peu, de nous expliquer le muscle, donc ce périnée. En fait, ça ne concerne pas aussi, il faut le dire, ça ne concerne pas que les femmes, ça concerne aussi les hommes, les enfants aussi. L'homme a un périnée aussi. Et après un certain âge, on a une diminution de collagène, on a une diminution d'oestrogène, etc. Donc, automatiquement, avec un vieillissement des tissus musculaires, donc même pour un homme, après une prostatectomie, c'est connu. Après des problèmes de prostate, donc ça va engendrer des problèmes d'incontinence urinaire, comme des problèmes d'incontinence fécale. Suite aussi, c'est un volet à part. Après une constipation qui dure depuis des années, donc ça va affaiblir les muscles du périnée, qui va engendrer d'incontinence urinaire, des incontinences fécales. La rééducation périnéale, justement, elle est là pour répondre à ces problèmes de l'homme et de l'enfant. L'enfant, si on parle de l'enfant, on a les problèmes congénitaux, c'est des enfants qui naissent avec des malformations après la naissance, donc après la chirurgie, un certain âge, après l'acquisition de la propreté, donc après 4 ans, 5 ans, l'enfant reste incontinent. Donc la rééducation périnéale, elle est là justement pour corriger ce genre de complications. Est-ce que ces problèmes aussi seraient dus à la sédentarité en général? On sait très bien que les efforts physiques dans le monde entier, donc les nouvelles sociétés font de moins en moins d'efforts physiques. Et est-ce que ça aussi, ça n'engendre pas ce problème de Écoutez, le muscle, c'est comme on dit, le membre inférieur, le membre supérieur, il est fait pour qu'il soit bougé. Donc même le périnée,
il doit être fonctionnel. Il a plusieurs fonctions. Il a une fonction sur l'incontinence, c'est-à-dire sur la continence. Il a une fonction sur la sexualité et il a d'autres fonctions. Donc, il faut qu'il soit fonctionnel. Il faut qu'il soit mobile. Donc, si, par exemple, comme les couturières qui sont tout le temps en sédentarité, donc Absolument. en général, donc, il y a beaucoup de métiers exactement, qui forcent même s'il n'y a pas l'effort physique, il n'y a pas l'effort abdominal qui pousse les organes ou là qui engendre des complications, la sédentarité aussi. Donc, le muscle, il ne va pas bouger, il va rester immobile, donc ça va engendrer, il va s'affaiblir avec le temps et c'est une porte ouverte aux incontinences et aux problèmes de prolapsus chez la En fait, c'est pour ça que je le disais de nos jours, on fait de moins en moins d'efforts, donc entre les transports en commun, la voiture, même aussi, il faut le dire qu'autrefois, donc les tâches ménagères étaient un effort physique que fournissaient les femmes, hein. Et en même temps, juste après un accouchement, bon, c'est vrai il y a toujours eu les 40 jours, donc pour un petit peu tout remettre en norme dans l'organisme d'une femme, mais après, c'était la vie qui reprenait. Oui. Et peut-être que ça se faisait systématiquement. Exactement. Bon, maintenant, justement, il faudrait sensibiliser dans ce sens-là. Un périnée, il faudrait l'intégrer dans toutes les fonctions, c'est-à-dire il faudrait sensibiliser dans le sens où, c'est-à-dire gérer la sédentarité, même l'hyperactivité pour la femme ou l'homme qui bouge beaucoup au quotidien. C'est en fait, il faut comprendre, c'est l'effort, c'est la pression abdominale. Nous, quand on parle, quand on rit, quand on tousse, quand on éternue, tout effort physique, c'est la pression abdominale qui va agir justement sur le périnée. Toute force abdominale va aller directement sur la région périnéale. Et c'est ça. Il y a même des athlètes, en fait des athlètes qui peuvent souffrir. Il y a de l'incontinence urinaire chez le sportif. Justement, là, c'est une question. C'est pas un sportif, il a un bon périnée, mais ça peut engendrer des incontinences urinaires. Là, c'est pas un problème de renforcement, mais c'est là qu'il faut gérer justement la respiration, c'est-à-dire qu'il y a entre les muscles abdominaux et le diaphragme et aussi le plancher pelvien. Comment gérer ces tensions-là? C'est-à-dire, en général, un sportif, par exemple, les handballeurs ou là, les footballeurs, les basketballeurs, donc ils ont toujours tendance à sauter. Ils sautent en apnée. Quand ils sautent en apnée, donc il y a une hyperpression à la langue, donc le muscle, le périnée va, en quelque sorte, il va perdre, il va s'éclater automatiquement. C'est une porte ouverte aux incontinences. Là, il faut le réapprendre comment sauter en expiration. Voilà. C'est ça, justement, pour ne pas avoir une force sur le périnée. C'est-à-dire faire un verrouillage à l'effort. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à faire un verrouillage à l'effort. C'est très important pour ça. Et pour ce qui est du périnée, elle a dit, ma collègue, Madame Toumi, que le périnée doit être entretenu durant toute la vie. C'est-à-dire même durant toute la vie, même une femme ménopausée avec la sécheresse vaginale, avec la chute d'hormones, elle se retrouve dans un état, ce qu'on appelle l'atrophie. Et c'est un problème qui est engendré par pas mal de femmes qui ne trouvent pas où parler, même ils ne trouvent pas de solution. Alors qu'une bonne rééducation du périnée peut régler ce problème. Justement, en parlant de rééducation, donc on sait très bien que pendant la grossesse, on peut avoir, on va dire, diverses douleurs. Donc, quels sont un petit peu les gestes ou les postures que vous préconisez un petit peu pour soulager, que ce soit les maux de dos ou autres? Bon, il y a d'abord, bien sûr, il faudrait faire un bilan. D'abord, un bilan diagnostique kinésithérapique pour comprendre d'où vient la douleur. Maintenant, si c'est une douleur, parce que même avant une grossesse, il y a des mamans qui souffrent de problèmes du dos et après la grossesse, elle va aggraver cette douleur-là. Et là, il faudrait être sûr d'abord qu'il n'y a pas de contre-indication pour la physiothérapie. La physiothérapie, chez nous, les kinés, c'est un ensemble c'est-à-dire d'électrostimulation, ultrasons, etc. Donc, c'est c'est de la physiothérapie, donc en termes de douleur, c'est des antalgiques en quelque sorte, pour céder la douleur. Donc on commence par une physiothérapie, après il faut leur apprendre comment respirer, parce qu'il faut dire ce qu'il en est, il y a pas mal de personnes qui ne savent pas respirer. Si on va vous demander d'inspirer, d'expirer, vous allez inverser la commande. Donc il faudrait d'abord leur réapprendre la bonne respiration, comment respirer justement, et solliciter leur périnée justement, et faire des exercices d'étirement pour relâcher justement les tensions qui font apparaître cette douleur-là.
Voilà. Très bien. Donc, il existe de nombreuses méthodes de préparation à l'accouchement. Donc, il y a la méthode classique, il y a la méthode, par exemple, le yoga, la piscine. Toutes on va dire, ces manières de faire sont importantes. Ou vous demandez, par exemple, à vos patientes qu'est-ce qu'elles préfèrent, parce que j'imagine que chacune aura une préférence. Vous savez, déjà en Algérie, on a besoin d'une préparation classique. D'accord. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur cette grossesse, sur cet accouchement, sur les modifications corporelles de la femme et du fœtus. Donc tout ça, c'est-à-dire on se base surtout sur la préparation classique et on fait par la suite la préparation. Quoi exactement? Donc, c'est quoi, la classique, comme je vous ai dit, elle se prépare théoriquement et pratique. Théorique, c'est des ateliers. Ils sont au nombre de 7. Chaque atelier, il a une thématique spécifique. Cette femme, on l'envoie accoucher avec toutes les... Je vais vous le dire. C'est-à-dire, on l'envoie informer de tout ce qui va se passer à la maternité le jour J. Même si elle entend un mot, elle va le comprendre parce qu'on lui a appris pour ne pas stresser. Synto, c'est quoi synto? Oui, c'est synto. Déclenchement, c'est quoi déclenchement? Forceps, c'est quoi? Donc, le premier atelier, comme je vous ai dit, il commence entre 32, 33, 34 semaines. On lui apprend à préparer déjà, enlever toutes les choses qui doivent être préparées pour cet accouchement. Très bien. D'accord. Le Fehtani commence, c'est-à-dire le deuxième atelier, quand consulter en urgence. C'est-à-dire parce que là, si vous voyez maintenant, les femmes partent pour un oui ou pour un non. Mais en fait, aux urgences. C'est à cause de la méconnaissance. C'est à cause de la méconnaissance. Donc, on va lui donner, on consulte dans ce cas-là. S'il n'y a pas ça, on doit rester à la maison. Vous arrivez un petit peu à les aider à reconnaître une contraction d'une douleur? Bien sûr, c'est très important parce qu'on va parler du faux travail et du vrai travail. D'accord. Le faux travail, les paramètres du faux travail et les paramètres du vrai travail. Donc, le but de la préparation à l'accouchement, c'est que cette femme reste le plus longtemps chez elle. Elle gère ses contractions chez elle. Elle ne part que pour accoucher. Bien sûr, en écartant l'urgence vraiment proprement dite. Bien sûr, on lui apprend c'est quoi l'urgence. Quand consulter en urgence. Donc, comme ça, elle saura quand partir à l'hôpital. On lui apprend le trajet. C'est qui qu'elle va trouver aux urgences? Qu'est-ce qui va se passer aux urgences? C'est quoi le pré-travail? Qu'est-ce qu'ils vont faire au pré-travail? C'est quoi le RCF? C'est-à-dire on va lui montrer tout le chemin qu'elle va avoir jusqu'à l'accouchement. D'accord. C'est quoi la péridurale? C'est quand on l'a fait. C'est quoi les indications, les contre-indications? L'arraché anesthésie. C'est quoi l'indication, la contre-indication? Mais quand on fait le forceps, c'est pourquoi? Pourquoi on fait le forceps? Pourquoi on coupe? Donc tout ça, donc elle va partir sereinement. Elle sait que tout ce qui va être fait, c'est dans son intérêt et l'intérêt de son nouveau-né. Donc c'est ça. Pardon, à ma connaissance, la préparation à l'accouchement, justement, quand vous faites des séances de préparation à l'accouchement, justement, c'est pour éviter ce genre de forceps et ce genre de épisiotomie. Pas forcément, parce que vous savez, madame, le forceps, normalement, il est fait, c'est un forceps de dégagement. On le fait lorsque le RCF, c'est-à-dire les battements cardiaques de l'enfant, diminuent, ou qu'il y a un problème, ou que cette femme ne peut plus pousser. D'accord? Donc, c'est-à-dire, c'est un défaut dans la poussée de la femme. Donc, c'est une urgence. Donc, on lui montre quand est-ce qu'on le fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on montre à la femme? On lui montre les bienfaits de ce forceps et quand est-ce qu'il est fait. Il ne doit pas être systématique. L'épisiotomie, on aurait bien aimé qu'on ne coupe pas. Oui. On fait le massage périnéal pour que cette femme, on l'envoie avec un périnée distendu et tout ça. Et comme ça, normalement, si on fait... on tombe avec un bon accoucheur, je l'ai toujours dit, qui sera vers le bon dégagement, et qu'on sera patient. Vous savez, on a perdu la patience de faire cet accouchement. On est pressé de que cette mal femme du siècle. Accouche. On veut tout de suite. Oui, Ce n'est pas uniquement au niveau de l'accouchement. Normalement, vous savez, un accouchement, si le bébé il va bien, c'est-à-dire si le fœtus, son cœur il est bien, c'est-à-dire le RCF est bon, si l'évolution du travail elle est bonne, s'il n'y a pas de problème, il faut laisser ce bébé descendre à son rythme. Il faut le laisser et c'est la nature qui fait la chose, c'est de la physiologie. Quand il y a un pépin, bien sûr, il faut intervenir. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça. Voilà. Vous avez quelque chose à rajouter Non, c'est-à-dire, bon, là, on parle de la préparation à l'accouchement. Quand on dit comment préparer l'accouchement, c'est comment préparer son périnée à l'accouchement. C'est-à-dire, justement, pour éviter le maximum les problèmes de forceps et d'épisiotomie qui engendrent, justement,
beaucoup de problèmes après l'accouchement. Justement, ces incontinences ou là, ces prolapsus, en général, quand on fait notre bilan, notre interrogatoire, on pose la question sur l'accouchement. Elle te dit, voilà, on m'a fait les forceps, ou là, j'ai accouché avec épisio. Donc, l'épisio, on peut l'avoir durant la consultation. Et c'est ça qui, justement, engendre ce genre de problème d'incontinence, de prolapsus et de problèmes de déchirure qui se fait après un accouchement ou là pendant l'accouchement. Et ça engendre justement les problèmes d'incontinence. Donc, qui deviennent difficiles justement à gérer. À gérer. Donc, ce sont quand même des problèmes, pas tous bien entendu, qu'on peut éviter. Donc, qu'est-ce que vous préconisez comme exercice pour une femme qui est, on va dire, à 34 semaines, comme vous dites, à peu près, hein? Ben, qu'est-ce que vous préconisez? Moi, c'est-à-dire, je fais que la rééducation périnéale, pelvipérinéale, pour femmes, hommes et enfants. Donc la préparation à l'accouchement, je vous ai dit, je reçois uniquement pour la douleur, en termes de physiothérapie, en termes d'exercices, quelques étirements. Justement, vous, en tant que professionnel, qu'est-ce qu'on peut faire à la maison? Il y a plusieurs écoles. Pratiquement. Bon, il y a plusieurs écoles. Maintenant, il y a la méthode de Gasquet, elle est très connue. Maintenant, ça commence à en parler. Et c'est quoi exactement la méthode de Gasquet? La méthode de Gasquet, c'est une personne, elle est médecin, les profs maintenant, les profs de yoga, elle s'est spécialisée dans tout ce qui est femme enceinte et pendant, c'est-à-dire les gestes à effectuer, les postures à effectuer pendant la grossesse et pendant l'accouchement et après l'accouchement. D'accord. Voilà, c'est-à-dire c'est comment pendant la grossesse, préserver son périnée dans la globalité. D'accord. Voilà. Donc, il y a Par exemple, plusieurs... donnez-nous un petit peu quelques pistes. Par exemple, je suis enceinte, je suis à la maison, je suis à mon dernier trimestre. Bon, ça commence d'abord par la position allongée. En général, on commence par c'est des exercices. Oui, on peut commencer par la position allongée, des étirements. Sur le lit ou mettre un tapis sur le sol? De préférence, une femme enceinte, après, pour la relever, c'est difficile. C'est compliqué. Donc, de préférence, sur une table d'abord de consultation qui est un peu large, pour la mettre à l'aise. Donc, on va lui apprendre d'abord comment inspirer, comment expirer, comment solliciter son périnée à l'expiration. Donc, quand on veut solliciter le renforcement, on fait le renforcement. Et quand on veut solliciter le relâchement, on va étirer à l'expiration, justement, pour avoir ce relâchement. Et après, on va alterner les exercices parce que quand on est en position allongée, on va éliminer l'effet de la pesanteur. Donc, l'exercice va être facile. Par la suite, on va commencer à mettre des résistances, mettre position assise, sur un ballon physiologique ou sur debout. Vous voyez, donc les positions vont, à chaque séance vont être différentes. Et en même temps, il faut dire que tous ces exercices sont excellents pour avoir un accouchement, on va dire, si tout va bien. Il n'y a pas que l'exercice, c'est-à-dire il y a le massage périnéal pour avoir cet assouplissement. On va lui apprendre à la maison comment faire ce massage, comment continuer ces exercices à la maison. Et puis, je vous ai dit, là, moi, en personne, c'est-à-dire en tant que personne, moi, j'ai dit toujours dans une salle maintenant, c'est beaucoup plus le privé, parce que je suis dans le secteur privé. Donc, c'est bien d'avoir, dans la préparation à l'accouchement, une sage-femme qui saura suivre, faire le suivi de grossesse et pour assouplir ce périnée en cas de travail, en cas de pépin. Donc, la sage-femme, elle est mieux placée. Par contre, tout ce qui est exercice, tout ce qui est fonctionnel, c'est le kiné qui va faire son travail. Qui va faire son travail. Ouais. Là, on parle beaucoup de physique, mais on va parler maintenant du compagnon, du papa. Quel est le rôle maintenant du papa? Voilà, le rôle du papa, déjà, il y a un atelier rôle du papa. Il y a un atelier spécial rôle du papa, c'est-à-dire c'est le soutien émotionnel, le soutien du jour du travail. Parce que, comme je vous ai dit, le but de cette préparation à la naissance et à la parentalité, est-ce que parce qu'ils étaient deux, ils vont devenir trois? Donc il faut préparer à cette nouvelle vie à trois. Donc, le papa, déjà, le rôle Tao commence. On aurait bien aimé que ce papa se présente même avec sa femme pour chaque consultation, qu'il voit son échographie, il voit l'évolution de ce fœtus dans le ventre de sa femme jusqu'à l'accouchement, qu'il peut participer ou là, qui peut assister à cet accouchement, qu'il puisse couper le cordon. C'est-à-dire tout ça, ça renforce l'attachement. Donc, l'attachement Et en même temps, ça rassure la femme. Bien sûr, la femme, elle a besoin d'un soutien. Et il n'y a pas mieux placé que le mari qui peut la soutenir. Même si l'équipe est là, même si on va dire qu'elle a été suivie par une gynécologue, elle sera là le jour de l'accouchement et tout, mais la présence du papa est unique. Mais là, le problème qui se pose, c'est que ce n'est pas toutes les maternités. Les maternités, déjà, ils n'acceptent pas les on n'est pas là. Dans notre société, ce n'est pas dans la tradition.
mais pas là, dans mais notre là, façon de on faire. aurait bien aimé que ce papa soit présent. C'est-à-dire déjà le fait, ça va développer une complicité. C'est-à-dire il va sentir ce que sa femme. Hein, pour dire que, d'ailleurs, il y a un dicton qui dit la douleur de la grossesse, elle est très difficile, mais ça te permet de rencontrer l'amour de toute une vie. Donc automatiquement, il faut que les deux soient complices ils l'ont fait à deux, donc il faut qu'ils participent les deux pour que ce bébé s'épanouisse déjà à la naissance, dès la naissance et après, parce que même après, il faut qu'ils participent. D'ailleurs, les ateliers, on aurait bien aimé, c'est-à-dire moi, ça m'est arrivé de faire des ateliers en couple où le papa va participer à donner un bain, à changer le bébé. C'est beaucoup demandé, hein, parce que généralement, ils ont très peur, les papas ont très peur. Ça commence à venir, ça commence à venir. Non, alhamdoulilah, ça commence à venir, comme Madame Toumi, elle a dit, avec les réseaux sociaux et avec la nouvelle génération qui essaie par tous les moyens de s'impliquer plus, d'impliquer le papa déjà. C'est vrai. Pour ce qui est des exercices que vous avez demandé, parce que comme je vous ai dit, après chaque atelier, on fait des exercices. Les exercices qu'on fait au début, c'est des exercices sur ballon de grossesse. Donc, même la femme, on lui conseille d'acheter un ballon chez elle. Très bien. Et le ballon, ça sera son siège. Ok. Elle va c'est-à-dire quand elle s'assoit, manger ou la travaille avec un ordinateur, elle s'assoit, ça permet d'ouvrir le bassin. Et on lui montre quelques exercices déjà, parce que le bébé, quand il est dans le ventre de la maman, c'est-à-dire en étant, il prend n'importe quelle position, il est là à bouger, mais arrivé à la 32e semaine, il faut qu'il se positionne. C'est pour ça qu'on a choisi la 32e, 33e semaine. Il faut qu'il se positionne. Donc on va l'aider à montrer le chemin à ce bébé pour qu'il rentre dans le bassin. Dans le bassin. D'accord. Donc on lui montre des exercices à faire sur le bassin pour incliner le bassin et pour que ce bébé trouve pour trouver son chemin, d'accord. Donc on va lui montrer aussi à gérer sa douleur, d'accord. Et par la suite, à force qu'on avance dans les semaines, on va faire les exercices d'engagement de ce bébé dans le bassin. Et après, on lui montre même comment pousser sur une table. Parce que le malheur qui se pose, c'est que cette femme, on la met sur une table, pousser, on ne lui a pas montré à pousser. Comment qu'elle va pousser si elle ne sait pas? Et on lui dit, pourquoi? Non, c'est pas comme ça. Non, il faut lui montrer d'abord comment pousser. Donc d'où l'intérêt de cette préparation. C'est-à-dire, on apprend, c'est-à-dire on simule la poussée. Et cette femme, elle va, même si on lui a fait une péridurale, ou une anesthésie, elle ne va rien sentir, mais elle va reproduire le geste. Oui. Et elle saura quand s'arrêter. Parce que, vous savez, avant, c'est-à-dire les femmes, le périnée, quand il est lésé, parce qu'on poussait d'une manière fausse, parce que quand on poussait, on traumatisait le périnée. Maintenant, on n'est plus à cette poussée continue. On est à des poussées discontinues pour soulager ce périnée. Et aussi, comme si... C'est une manière plus douce. C'est une manière pour soulager le périnée le jour de l'accouchement. Voilà. Très bien, merci. Donc, Madame Touati, oui. Juste après l'accouchement, à quel moment on commence à faire des exercices de rééducation périnéale? Donc, après un accouchement, c'est en général à partir de 6 à 8 semaines, c'est-à-dire après la phase de cicatrisation. D'accord. Voilà, ou le retour de couche. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut sensibiliser surtout les médecins, parce que je dirais ça, les gynécologues, médecins gynécologues, parce que la femme enceinte, le premier qu'on va consulter, c'est le gynécologue. Voilà, donc c'est bien justement de sensibiliser les gynécologues à parler avec leurs patientes et leur dire qu'il y a ce qu'on appelle la préparation à l'accouchement, les orienter vers les personnes qui sont formées, je dis bien formées dans ce domaine-là, et après comment orienter vers la rééducation périnéale et pourquoi pas. Donc c'est à partir de 6 à 8 semaines. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut faire ses propres exercices soi-même à la maison? Oui, mais il faut d'abord être sûr, parce que moi j'ai reçu beaucoup de patientes qui font de la rééducation eux-mêmes, par YouTube, par Google. Moi, j'ai utilisé la méthode de Goffrey, moi, j'ai utilisé la méthode de Kegel, moi, j'ai utilisé... Mais il faudrait comprendre que d'abord, il faudrait qu'il soit correct. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui font une fausse respiration, c'est-à-dire ils vont inverser la commande respiratoire. Au lieu d'aspirer ses organes haut et contracter son périnée, ils font le contraire. Ils vont pousser les organes encore plus. C'est-à-dire au lieu d'un prolapsus à grade 1, il va devenir à grade 2. Donc il faudrait d'abord
qu'il soit sûr qu'il est en train de contracter dans le bon sens. Donc en fait, si on n'a pas eu, on va dire, cette formation, qu'on ne connaît pas exactement comment faire, il vaut mieux d'abord faire appel à un professionnel. Oui, bien sûr. On ne va pas commencer directement dès le premier jour les exercices. Donc la rééducation périnéale, c'est un ensemble de techniques. Ça se fait, il y a l'approche manuelle qui est faite par le thérapeute, c'est-à-dire par le kiné, le médecin rééducateur ou la sage-femme. Donc, il y a d'abord un toucher vaginal qui se fait. C'est à travers ce toucher, on va voir ces muscles parce que des fois, on peut avoir un prolapsus et un périnée qui est bien. Donc là, c'est un problème ligamentaire. Ce n'est pas un problème du périnée, ça c'est un problème ligamentaire. Vous voyez. Donc, c'est vrai qu'il faut renforcer, mais si, par exemple, on a un bon périnée, on n'a pas besoin de simuler. Parce que la rééducation fi had data, c'est une approche manuelle, c'est de l'électrosimulation avec des sondes endocavitaires et aussi un travail postural et aussi ce qu'on appelle le biofeedback. Le biofeedback, c'est quoi? C'est mettre, justement, c'est de mettre une sonde ou là, des électrodes de surface et à travers un écran, elle va voir sa contraction. Très bien. Voilà, c'est vrai que c'est plus pratique. C'est plus pratique. Elle va donc mieux comprendre et prendre conscience de sa contraction à travers l'image. Donc, c'est des images où il y a des images où il y a, par exemple, des pommes ou là, des bananes. Elle va essayer de contracter plus pour avoir cette banane ou là, cette pomme. Exemple là. Pour les enfants, on fait autre chose, c'est d'autres schémas. Donc, c'est tellement amusant qu'elle va apprendre comment contracter son périnée et pas uniquement en position allongée, justement. Je reçois beaucoup de patients qui font de renforcement, qui font des exercices uniquement en position allongée. Nous, en général, dans les gestes quotidiens, on saute, on marche et on court. Donc, il faudrait justement, si on a une incontinence uniquement au port de charge, donc il faut rester objectif. On va renforcer au port de charge. Vous voyez? Donc, ça ne sert à rien de faire en position allongée du moment qu'elle n'a pas l'incontinence. À l'effort, je parle de l'effort là. Donc, si on n'a pas une incontinence en position allongée, c'est uniquement quand je ris, ou là quand j'éternue, ou là quand je porte une charge. Donc, il faudrait justement lui apprendre comment contracter son périnée à ce moment-là. D'accord. Vous voyez? Donc, c'est un ensemble de techniques qu'il faudrait maîtriser. On arrive un peu à la fin de notre émission. Quel conseil pourrez-vous donner donc aux futures mamans? Déjà, je donne un conseil déjà au pouvoir public. J'aimerais bien que cette préparation à la naissance soit intégrée dans toutes les structures publiques déjà. Bien sûr, ça existe un peu dans le secteur privé, mais parce que ça ne demande pas beaucoup de moyens. Ça demande déjà à la base, nous sages-femmes déjà, on a une formation qui a été faite et déjà au préalable, mais là, il reste à se perfectionner bien sûr sa formation pour pouvoir déjà, il faut avoir une méthodologie, il faut être déjà méthodique et du moins pour pouvoir transmettre les messages facilement, parce qu'on va avoir affaire à des femmes illettrées, des femmes, c'est-à-dire qu'il faut trouver un langage qui passe bien, parler à tout le monde, et pour ce qui est des femmes, donc même je reprends ce qu'elle avait dit, Madame Toumi, il faut que les gynécologues c'est-à-dire déjà ils s'engagent plus pour ces femmes, parce que les suivre, d'accord, c'est très bien, mais est-ce qu'on leur a parlé de cet accouchement, comment il va se produire? Enfin, est-ce qu'on a essayé d'apaiser leur stress? Donc au moins voilà, c'est très important. Donc orienter, ou là, je sais pas, où là, on parlait même, elles déjà, elles peuvent en parler, c'est-à-dire on parlait de l'accouchement, ce qui est la poche des os, quand elles seront, pour au moins diminuer le stress ou carrément les orienter pour chez des gens qui font de la préparation à l'accouchement. Et c'est très important parce que, en fait, des fois, quelques petits conseils, vraiment, c'est des petits conseils pratiques, peuvent vraiment changer, peuvent changer un accouchement qui pourrait une qualité de vie. Absolument, même une qualité de vie. Donc, quel conseil vous donnerez? Bon, moi, mon conseil, c'est que il faut savoir orienter d'abord, c'est-à-dire il faudrait faire la différence entre le travail de la sage-femme et le travail de kiné, mais on reste toujours en collaboration, on va travailler toujours ensemble. Et il faudrait aussi, moi je sensibilise les gens à se former et bien
se former sur ce domaine-là. C'est-à-dire, voilà. Donc, et surtout dire que la préparation à l'accouchement, c'est très important. C'est voilà, important. c'est Ça très doit important être suivi. justement pour C'est un suivi éviter pluridisciplinaire justement aussi. beaucoup de gestes qui se font lors de l'accouchement et qui peuvent être néfastes par la suite et un petit peu difficiles à gérer. Et la rééducation périnéale ne se fait pas après les cinquantaines, les 60 et 70 ans. Elle se fait en post-accouché. Ça devrait devenir automatiquement, justement, pour prévenir ces descentes d'organes et ces problèmes. Et aussi, je voudrais faire une parenthèse. Il n'y a pas uniquement de la rééducation urogénitale, mais il y a ce qu'on appelle aussi de la rééducation anorectale. C'est des perfectionnements destinés au kiné, je pense, et au médecin rééducateur. Donc, il faudrait faire des formations dans ce sens-là, parce qu'il y a beaucoup de problèmes de constipation qui engendrent justement des problèmes de glissement, de problèmes de prolapsus et des problèmes d'incontinence. Donc, il y a ce qu'on appelle de la rééducation urogénitale et de la rééducation anorectale. Il faudrait comprendre que la rééducation périnéale, il ne s'agit pas uniquement, c'est pas une discipline qui est faite uniquement pour la femme, mais pour la l'homme femme, mais en fait et pour pour tout le l'homme. monde. En tout cas, Et pour l'enfant, pardon. Et pour l'enfant aussi, qui est aussi, en fait, c'est tout un... C'est tout un ça peut volet, être c'est tout autre un chapitre. sujet, Oui. absolument. Oui. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour tous ces conseils précieux que vous avez donnés. Et surtout, on rappelle que la préparation à l'accouchement, c'est vraiment une pratique pluridisciplinaire et il vaut mieux faire toujours appel à des professionnels. Exactement. Voilà, on arrive à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine. Inch'Allah, pendant ce temps-là, restez toujours sur les programmes de Canal Algérie. Merci et au revoir.